Bonjour, vous connaissez sûrement le quartier des Chartrons de Bordeaux. Vous avez eu l'habitude peut-être de vous y balader, de chiner dans les boutiques d'antiquaires. Il faut savoir qu'ici, à une époque, c'était des marécages qui ont été drainés. Plus tard, à partir du XVIIe siècle, les négociants ont investi le quartier pour exporter les vins. Alors le terme chartron, ça vient d'où déjà? Alors le terme chartron, ça vient en fait des moines, les chartreux, qui sont venus ici entre la fin du XIVe et jusqu'au XVIIe. Autour de nous, alors on voit justement des façades magnifiques. Qu'est-ce que c'était ces bâtiments? En fait, les négociants vont s'installer à Bordeaux petit à petit, de génération en génération, jusqu'au XVIIIe, XIXe, etc. Il faut qu'ils soient au plus près de la Garonne. Et donc, comme ils vendent du vin, mais il faut aussi qu'ils puissent recevoir leurs clients. Donc, on a des maisons assez prestigieuses et on voit très bien dans cet alignement de façades construites dès 1764 que l'on a des balcons sur trompe avec une très belle ferronnerie, l'étage noble qui était à la fois les salons de réception, mais il y avait aussi les bureaux. Qui étaient ces négociants? Parlez-nous un peu d'eux là. Les Irlandais et les Hollandais sont arrivés les premiers. Les Hollandais nous ont aidés à Bordeaux à assécher les marécages. Et c'est aussi eux qui ont trouvé le moyen de faire vieillir le vin. Donc on a besoin d'espace en cave voûtée ou dans des chais pour conserver le vin. Ce sont des familles qui ont des noms qui ne sont pas français, sauf pour les Français qui eux arriveront au début du 19e, comme on a d'ailleurs francisé l'accent, Johnston, Lawton, Barton, ça devient Johnston, Lawton, Barton. Alors là, Véronique, nous arrivons place du marché des Chartrons. C'est ici qu'on peut constater vraiment la transformation du quartier. Oui, parce que ici vous avez le quartier qui bouge, vous avez tous les commerces de bouche qui sont extrêmement variés, petits bars, lieux de dégustation, restaurants, même si le marché maintenant est plutôt sur les quais. En 2014, en fait, on a créé le mur de Bordeaux. Voilà, plusieurs murs fleurissaient en France. C'est basé sur le concept de création originale éphémère. Donc là, c'est la 54e performance sur le mur de Bordeaux. Alors, tout ce qui se fait ici, c'est en accord en gros avec la mairie de Bordeaux. On accepte que l'art urbain, les peintures s'inscrivent dans notre architecture, on va dire, dans nos quartiers. Alors je trouve que c'est un bon moyen déjà de se réapproprier l'espace public et il y a, on va dire, des conséquences structurelles liées à l'art urbain, donc touristique, économique, social, sociétal, culturel. Et donc voilà, la mairie aujourd'hui promeut en fait des initiatives autour de l'art urbain et le mur fait partie intégrante de cette politique culturelle. C'est 35 mètres carrés d'expression artistique urbaine. L'idée, en fait, donc, c'est sur par des actions de démonstration, en fait, faire découvrir toutes les nuances de l'art urbain en termes de technique et d'univers pictural. La première finalité, c'est créer du lien social, dynamiser la vie de quartier, et puis offrir un espace de création aux artistes urbains. Pour un artiste, travailler sur une surface aussi grande et sur ce type de support béton, qu'est-ce que ça change ? Je pense que l'originalité de ce mur, en l'occurrence, c'est son horizontalité. Ça nous invite en tant qu'artistes à penser en format paysage et justement peut-être donner une place, dans mon cas, à la nature. Je pense que c'est intéressant de le considérer quand on peint aussi en atelier comme le prolongement de l'atelier et comme un grand atelier à ciel ouvert en fait. On parle de skate de rue ou de skate urbain. Et en effet, faut savoir que le skate en skatepark et le skate de rue sont totalement complémentaires, mais la pratique urbaine est l'essence même du skate. En fait, vraiment, ce qu'on recherche en tant que pratiquant de skate, c'est souvent ce rapport entre urbanisme et skateboard. Et aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir dire que Bordeaux est une des villes phares du skate en Europe, avec plus de 35 000 pratiquants sur la métropole. Alors, quand on parle de skate un peu dans la rue, on imagine qu'il peut y avoir des petits soucis de cohabitation. Comment ça se passe en fait avec les habitants du quartier? Est-ce qu'ils acceptent
adeptes justement des skateurs comme ça. Est-ce que les places sont aussi aménagées pour faire du skate? La pratique du skate dans la rue, elle se passera toujours parce que le skate, c'est aussi un moyen de déplacement doux. Donc on se déplace beaucoup en skate. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit. Le skate peut faire du bruit, le skate peut dégrader certains agrégats de la ville. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à ces questions avec les municipalités, avec les riverains, avec les skateurs, pour pouvoir trouver des solutions. Lorsque c'est vraiment problématique, par exemple, on va mettre des plages horaires qui vont permettre la pratique sous couvert d'horaire. Sur Bordeaux, en effet, ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est par exemple installer du mobilier urbain robuste, calibré pour la pratique. Donc on a installé des bancs en granit. On est quand même dans un lieu fabuleux qui est situé sur les quais, un hôtel des ventes qui est quand même assez grand. Et on a traversé différentes salles avec une multitude d'objets. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba, exactement. Donc là, vous rentrez dans nos réserves, là où on stocke tout le mobilier pour nos prochaines ventes. Voilà, pour la vente du mois de janvier, et c'est là. Pour la vente du mois de décembre, bien évidemment, c'est là aussi. Et donc ça, vous avez ça sur l'enfilade, sur l'ensemble de l'hôtel des ventes. Voilà. On voit des barriques posées sur le sol. Alors ici, c'était justement un site où on entreposait le vin. Aujourd'hui, ce site, c'est devenu un hôtel des ventes. Tout à fait. Voilà, à l'origine, ça appartenait à un négociant, la famille Boubé Frères. Vous avez même un rail, donc il devait y avoir des petits wagonnets qui rentraient à l'intérieur. Et c'est daté de 1895. Combien vous détenez d'objets approximativement? Aucune idée. Ah non, mais aucune idée. Aucune idée. Parce qu'on en a là, mais on en a aussi au-dessus. On a des réserves à bibelots aussi au-dessus, etc. Donc combien, je ne sais pas. Parce que vous avez une armoire, c'est un objet, mais vous avez un carton, vous avez 100 objets. Donc, vous vous organisez comment? Parce qu'on imagine qu'avec la crise sanitaire, ça doit être un peu compliqué. Oui, alors ça, vous avez parfaitement raison. La crise sanitaire a changé la donne en ce qui nous concerne, donc, puisqu'on ne peut plus recevoir de public. Mais on peut toujours faire nos ventes, donc on appelle ça faire les ventes en live ou en only live. Et est-ce qu'on n'a pas besoin, en fait, quand on achète des objets aux enchères, de les voir? C'est vrai que sur le principe, l'acheteur souvent a besoin de toucher l'objet. À l'heure actuelle, avec Internet, tout se passe en live, tout se passe par Internet, donc c'est vrai que les gens touchent moins, voient moins de près les objets, mais ça, ce qui n'empêche pas que ça marche, quoi. On vend quand même tout, quoi, donc c'est déjà pas mal, quoi. Ça, c'est pour la vente du 16 décembre. Ça. C'est pas difficile justement de trouver de la place pour stocker là, tous ces objets qui rentrent tous les jours? C'est son rôle, voilà. Voilà. C'est un rôle délicat, parce qu'il ne doit rien perdre et rien casser. Vous avez des souvenirs de certaines choses que vous transportez, là, qui vous ont marqué? Oui, des pianos, des trucs comme ça. Très lourd. Comment ça se passe sur le marché? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans les salles de vente? Est-ce que c'est les meubles? Est-ce que c'est les bijoux? Alors les bijoux, ça marche toujours parce que ce sont des objets précieux. Et c'est sur les objets de collection aussi, ça marche très bien. C'est-à-dire que moi, je fais de grosses ventes de timbres régulièrement sur Bordeaux. Là, j'ai fait une très grosse vente de livres également. La collection, ça marche toujours. Vous avez vendu aussi, il y a quelques années, une collection Montaigne. Hein. Ce qui a été trouvé, là, c'est un livre qui appartenait à la bibliothèque de Montaigne. Alors ça, c'est exceptionnel. Et donc, il y a eu un engouement international énorme. À l'arrivée, je l'ai adjugé 300 000 €. Vous qui avez un peu de bouteilles dans le métier, j'imagine que vous avez pas mal d'anecdotes sur le nombre d'objets que vous avez vu passer. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers sur certaines ventes? J'avais vendu un stock de cigarettes. Et là-dessus, je m'étais retrouvé avec des acheteurs, je peux vous dire, très particuliers. Et le directeur des douanes de Bordeaux m'avait dit, Maître Lacombe, vous allez voir, on va le ressaisir. Et l'été qui a suivi, je peux vous dire, en première page Sud-Ouest, c'était mon stock de cigarettes qui avait été ressaisi. J'espère que cette journée vous a donné envie de venir visiter le quartier des Chartrons. C'est vraiment un quartier riche en couleurs. On se dit à une prochaine fois pour un prochain Tous les chemins.